Veuillez vous lever, la commission reprend. Vous vous asseoir. Poursuivons. Merci. Alors, on réfléchissait pendant la pause, Maître Lépine, puis j'aimerais revenir sur quelque chose que vous venez de mentionner là, avant qu'on suspende. Vous dites, bon, mais si on a épuisé l'enveloppe budgétaire, le projet est en cours, on n'a pas terminé, on va être, dans certains cas, là, on va devoir retourner en appel d'offres. Reste que si on est avec un fournisseur, on a la moitié du travail de fait, et là, on retourne en appel d'offres sur le marché. Il y a un enjeu, là, non? Tout à fait. Donc, c'est pas nécessairement la meilleure solution ou la seule solution. Quand je l'ai mentionné tantôt, je mentionné au commissaire, soit qu'on modifie le contrat, soit qu'on fait un nouveau gré à gré, soit qu'on retourne en appel d'offres. Donc, c'est ça qui arrive quand on a ce qu'on appelle le bras dans l'engrenage. Donc, on devra peut-être prendre des décisions dans l'intérêt public qui sont celles qui font peut-être en sorte de continuer avec le même fournisseur parce qu'on est tellement avancé que ça ne servira peut-être pas l'intérêt public. D'ailleurs, c'est une des exceptions de l'article 13 de la loi de la LCOP, comme quoi il est possible de faire un gré à gré lorsque aller en appel d'offres ne servirait pas l'intérêt public. Mais ce n'est pas une question monétaire nécessairement, c'est une question d'efficience, d'efficacité, puis d'arriver à terme. On aurait un nouveau fournisseur qui arrive dans ça pourrait dans être un projet. Ça pourra nous coûter encore, c'est ça. Donc, c'est pas garanti. Donc, on pourra prendre la décision de continuer avec le même fournisseur. Il y a des mécanismes qui le permettent, dont l'article 13, 4, qui ne servirait pas l'intérêt public d'aller en appel d'offres. Mais je ne vous dis pas que c'est un cas hypothétique. Là. Chaque cas est un cas d'espèce rendu là, mais c'est ça. C'est pas nécessairement... En termes de transparence, j'aurais quelque chose à faire. J'aurais une publication à faire, oui. J'imagine. En fait, c'est prévu déjà dans la loi quand vous voulez faire ce type de gré à gré-là. Vous devez quand même publier votre intention de le faire. Donc, si, évidemment, il y a d'autres fournisseurs qui disent, moi, je serais capable de le faire, puis c'est pas compliqué, puis ça devrait pas être un gré à gré, voici pourquoi. Vous pouvez les écouter, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que le fournisseur dit, mais ça pourrait vous donner des indices que peut-être aller en appel d'offres serait la meilleure solution. Peut-être. Mais avec cette transparence-là, depuis les modifications de la loi en 2018, je pense que vous pourriez vous adresser à l'AMP de mémoire. Oui, aussi. Oui. Parfait. Oui, allez-y. Qu'en est-il maintenant des clauses qu'on va insérer dans l'appel d'offres pour s'assurer, ou en tout cas inciter le fournisseur à respecter les délais, à respecter la qualité, à respecter... à honorer finalement ses obligations contractuelles? Des clauses relativement standards qu'on va retrouver dans un paquet de contrats, qu'on pourrait retrouver en contrat de construction. C'est un ouvrage, là, souvent, un grand projet de TI. Donc, des clauses, on va avoir des clauses de garantie, donc de s'assurer, le fournisseur va vous confirmer qu'il va remplir le livrable dans les temps prévus, au coût prévu. Sinon, il pourrait y avoir une pénalité ou pourrait être défavorisé dans sa rémunération. Ça pourrait être une façon de faire. Donc, une clause... il y a des clauses aussi, des clauses un peu pénales, de pénalité, si, par exemple, il y a des ressources importantes qui devaient être là pour un certain temps, puis que finalement, il faut les remplacer, puis il y a des coûts attachés à ça. Donc, qui sont attachés aux ressources clés, ressources humaines clés. C'est des clauses qui existent en matière de technologie d'information. Des clauses de retenue. Évidemment, ça, c'est la clause standard qu'on a quand on fait un livrable. Bien, on a souvent ce qu'on appelle des acceptations provisoires. Là, il y a des trucs à corriger, donc on retient une partie du montant, un peu comme un projet de construction où il y a
Une retenue de 10 par exemple. Par exemple. Donc, c'est des clauses qui permettent de ne pas donner l'ensemble de l'enveloppe ou de la rémunération tant que l'acceptation finale n'est pas arrivée. Et évidemment, c'est des clauses qui sont, vous dites en construction actuellement, restrictives, imposées à l'adjudicataire. Mais dans votre article de développement récent qu'on a coté précédemment, il y a un point intéressant. Vous faites état d'une certaine tension commerciale entre les organismes publics qui habituellement dictent les règles et là, un marché plutôt restreint composé de grandes compagnies qui, elles, habituellement, dictent les règles. Leurs conditions contractuelles. Alors, c'est une réalité. Pour vous donner un exemple, une des clauses qu'on va retrouver régulièrement sont les clauses de limite de responsabilité de la part du fournisseur par rapport à sa solution, par rapport à la responsabilité qui pourrait en découler. Donc, souvent, ces clauses-là sont limitées à 24 mois des derniers services ou X % de la valeur du contrat. D'ailleurs, c'est des clauses, notamment que le secrétariat du Conseil du Trésor, je vous parlais de type de clause en matière de TI, c'est des clauses qui comportent ces limites de responsabilité-là pour les mettre dans leur documentation d'appel d'offres parce que les soumissionnaires s'attendent tous à avoir ça. Et ça crée une forme de tension parce que si je publie mon appel d'offres avec mon contrat, ce que je ne suis pas obligé de faire en vertu du contrat des technologies de l'information, mais si je le fais parce que je veux dicter, la notion de contrat d'adhésion, voici mon contrat, si vous répondez à un appel d'offres, c'est ça qui va s'appliquer, bien, ça, c'est... Si j'en mets des trop restrictives, ils vont juste pas soumissionner. Puis ils nous le disent, ils disent aux organismes. Donc, la connaissance de ces clauses-là dans le marché nous aide à ne pas mettre n'importe quoi dans notre documentation d'appel d'offres. Ça nous aide, je parlais tantôt du dialogue compétitif puis des modalités contractuelles, ça fait partie de ça. Puis ces clauses-là sont quand même assez similaires d'un fournisseur à l'autre. Ça va varier de 18 mois à 24 mois, puis de 2 ans, 3 ans, de X %. C'est quand même... Donc, on n'a pas le choix de s'adapter au marché des grandes... Puis les grands vendeurs et fournisseurs de technologies d'information vont vous le dire. Si je n'ai pas de clause de limite de responsabilité, je ne peux juste pas soumissionner. Mon propre assureur ne me le permet pas. C'est ça. Fait que, on est prêt avec ça. Donc, l'importance, c'est de le savoir. Comment on le sait? Bien, on peut, dans le dialogue compétitif, ça permet de faire ça, mais si on n'a pas de dialogue compétitif, bien, c'est beaucoup dans... Je peux publier des clauses, et là, je demande aux fournisseurs, évidemment, par les questions-réponses, avant le dépôt des soumissions, de me poser les questions, est-ce que vous allez adapter cette clause-là ou pas, et de, par addenda, peut-être l'ajuster pour tout le monde. Là, c'est transparent, c'est avant le dépôt des soumissions, pendant le processus, ça peut servir à ça, et ça sert à ça souvent. Bon, on va en profiter pour définir deux termes, là, justement. Vous venez de faire mention d'un addenda. Donc, quelle est la différence entre un addenda et une modification dont on a fait état depuis le début de la semaine? Bon, l'addenda, pour simplifier, c'est à partir du moment où vous lancez un appel d'offres public sur SEAO, donc sur le système électronique des appels d'offres, vous pouvez modifier votre documentation d'appel d'offres, votre devis, donc ce qui est demandé aux soumissionnaires potentiels. Vous pouvez les modifier avant le dépôt des soumissions par addenda. Donc, on va modifier notre documentation, c'est ce qu'on appelle un addenda, et ça se fait couramment. Et ça se fait aussi, l'addenda est publié sur le système électronique des appels d'offres pour s'assurer que tous les soumissionnaires en ont pris connaissance. Donc, c'est avant l'adjudication du contrat, avant le dépôt des soumissions. Une fois que les soumissions sont déposées, on ne peut plus faire d'addenda. Là, on est dans le processus d'évaluation des soumissions. Là, il n'y a plus d'addenda possible. Après ça, on attribue le contrat. Et si on s'en va après dans l'exécution du contrat et on modifie quelque chose, bien, ça va être une modification de contrat. Puis, des fois appelé avenant. J'imagine que ça vient avec, c'est-à-dire quand on publie un addenda sur le SAO, généralement, on va également modifier la date limite du dépôt des soumissions. On va, évidemment, on a même une obligation, quand ça a un impact sur le prix, c'est prévu dans les différents règlements, il faut que ça soit fait au moins 7 jours avant, mais
on va généralement, si l'agenda est important, même si c'est plus de 7 jours, on va quand même recommander aux organismes publics de reporter en même temps la date pour permettre aux soumissionnaires d'avoir le temps d'y répondre avec les modifications à la documentation d'appel d'offres. Et rapidement également, là, vous avez mentionné un contrat de licence, une licence tout à l'heure, toujours dans Oui. le but de nous aider. Qu'est-ce que c'est une licence? Une licence, c'est un droit d'utilisation. C'est un droit d'utilisation d'une technologie, donc ce n'est pas une acquisition. Je vous mentionnais au début tantôt que c'était initialement dans le règlement sur les contrats d'approvisionnement, mais ce n'est pas un achat d'un bien. On n'est pas propriétaire lorsqu'on fait une licence. Donc, c'est un droit d'utilisation pendant un certain temps, à certaines conditions, d'un système. Parce que dans votre article, je pense que vous dites... Oui. Dans votre article, vous mentionnez qu'il y a certains auteurs qui disent qu'un contrat de licence, ça se rapproche finalement davantage du louage. D'un louage, un peu comme si on louait pour un certain temps l'utilisation de quelque chose, l'utilisation d'un bien. Donc, ouais. Si je loue votre voiture, monsieur le commissaire, ça va être le louage de quelque chose, mais en même temps, c'est un peu que si vous me donniez une licence. C'est un peu la même chose, mais c'est ça. Mais là, en matière de technologie, de droit d'auteur, on l'appelle plus licence, mais en gros, c'est un droit d'utilisation et non un droit d'acquisition. On a discuté déjà du coût total d'acquisition. Vous l'avez fait, vous nous avez expliqué ce que c'était avant la pause. J'aimerais maintenant parler du concept avec vous, là, du prix. On est habitué au prix le plus bas, oui. Mais là, il y a le concept également du prix ajusté le plus bas. Je ne sais pas si vous pouviez nous expliquer le concept, puis en même temps, je demanderais de peut-être nous mettre à l'écran l'annexe 2 du règlement sur les TI, à son article 8. Voilà ce qu'on a à l'écran. Alors, qu'est-ce que c'est le prix ajusté le plus bas? À quoi ça sert? Puis là, on voit une espèce de formule mathématique à l'écran. Là, si vous pouviez... Ouais. Le but, c'est pas de commencer à faire des calculs, mais juste de comprendre généralement. Je vous amène parce que dans tous les règlements, incluant un règlement sur les contrats de service, quand on fait de la qualité, que celui sur l'approvisionnement où on peut faire aussi de la qualité, dans le règlement des technologies de l'information, c'est tout le temps la même formule quand on parle du prix ajusté le plus bas. Ce qui va varier, c'est le facteur K. Donc, ici, vous avez à l'article 8 de l'annexe, parce qu'on est à l'annexe, le paramètre K, vous l'avez à l'écran, là, à la fin de l'article 8, là, le paramètre K exprime en pourcentage ce que l'organisme public est prêt à payer de plus pour passer d'une soumission de 70 points à une soumission de 100 points. Et ça, sur l'ensemble des critères. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait notre évaluation, le minimum qu'on doit avoir comme note, dans tous les cas, on fait une évaluation qualitative, c'est une note de 70 sur 100. Si vous n'avez pas 70 pour tous les critères, on n'ouvre pas votre enveloppe de prix. C'est ça. Vous n'avez pas passé à la qualité. Si vous la passez, évidemment, si vous la passez à... Pouvez-vous juste remettre la formule, s'il vous plaît? Oui. Pour vous l'expliquer. Oui. Donc, si vous la passez à 70 oui. Et que vous avez une soumission à 1 million versus un soumissionnaire qui va avoir un prix de 1 100 000 mais qui va avoir, par exemple, 90 % de notes. Avec un facteur K de 30, parce que vous avez à l'article 9 en bas, l'organisme public détermine dans les documents d'appel d'offres la valeur du paramètre K, laquelle ne peut être inférieure à 15 ni excéder 30. Le maximum, vous pouvez mettre, c'est 30, à moins que vous soyez dans le cas d'un dialogue compétitif où c'est 40. Donc, en français. Oui. Donc, si c'est 30, c'est le maximum. Donc, combien je suis prêt à payer un peu plus cher pour un peu plus de qualité? Je comprends. C'est ça que ça sert. Et pour donner un exemple, si je le fais avec 30, là, je l'ai fait ici. Évidemment, si j'ai 70, puis je le mets dans la formule, voyez-vous en bas, là, 1 plus K qui serait 30, là, ma note finale est 70. Si j'ai 70 moins 70 sur 30, j'ai 0. Là, donc, je multiplie facteur. Ça me bonifie pas plus parce que j'ai eu juste 70.
comprends. Alors, si vous faites la formule avec le facteur K de 30, puis vous avez 70 de notes, vous êtes neutre, vous n'avez pas amélioré votre sort pour fin d'adjudication seulement et de comparaison des soumissions, on s'entend? Par contre, si vous avez 90, bien là, vous allez pondérer votre offre. Donc, si j'ai 90 moins 70, donc on comprend que j'ai 20 points de plus que le 70 minimal exigé. Bien ça, avec un facteur K de 30, va vous donner, si je fais la formule 1 plus 30 fois 20 sur 30, parce que 90 moins 70, c'est 20 sur 30, ça va donner 1,2. Fait que je vais multiplier vous l'avez en haut, là, le prix soumis, je vais le diviser par mon coefficient. C'est le prix ajusté. Là, je fais mon calcul une fois que j'ai eu mon coefficient. Donc, je vais diviser 1 100 000. J'ai eu 90 %. J'ai eu un coefficient de 1,2. Je suis allé chercher comme le 20 points entre 70 et 90. Ça fait en sorte que, pour fin d'adjudication, mon prix de 1 100 000 va être 916 666. Donc, ça me donne un avantage, même si c'est plus cher. Et là, on a un exemple où la formule marche, parce que j'ai peu de différence entre les soumissionnaires, puis j'en ai eu un à 70, puis j'en ai eu un à 90. Mais si tout le monde est à 70, 71, 72, 73, ça va quand même être le plus bas probablement. Ça va juste le prix. C'est une question et c'est ce qu'on reproche au facteur K un peu. C'est la raison pour laquelle, dans les dossiers importants, donc vous avez un ici, dialogue compétitif, on peut aller jusqu'à 40. Donc, plus on bonifie, bien, plus on est prêt à payer un peu plus cher pour un soumissionnaire qui a une soumission de meilleure qualité, mais qui coûte un peu plus cher. Et c'est la raison pour laquelle, dans certains dossiers importants, on va demander au Conseil du Trésor des modalités particulières en vertu de l'article 25 pour avoir un facteur K plus élevé pour bonifier cet impact-là, d'avoir une meilleure qualité au prix. Mais le règlement, il n'est pas fait juste pour des contrats de 100 millions et plus. Hein? Il y a plein de contrats de 200, 300, 400, 500 000, 600 000, il y en a plein là, en TI. Et le facteur K, bien, il va fonctionner jusqu'à un certain point quand les soumissions sont proches une de l'autre. Mais quand on a un facteur K plus élevé, exemple 85, comme on a mis dans le DSN, bien, on un facteur K de 85 %. Oui. Wow. Et donc, ça ne rentre pas, il était dans la documentation d'appel d'offres public. Il y en a eu un ici tantôt, dans le CASA, on va le voir tantôt, il y en a eu un facteur K avec raison, plus élevé que 30. Parce que le règlement, avant, avec lequel s'ils avaient appliqué la formule, même s'ils avaient obtenu des modalités particulières de faire un dialogue compétitif, s'ils n'avaient pas changé le facteur K, il aurait été pris avec le facteur K du règlement de l'époque, qui est à 30 maximum aussi. Et donc, ce qu'il faut retenir, si je comprends bien, c'est que plus le facteur K va être élevé, plus on va venir surpondérer la qualité versus le prix. Exact. Bien. Et qu'en est-il maintenant, là, justement, de l'application du facteur K et de l'évaluation de la qualité dans le cadre de services professionnels? Je fais la distinction ici, par exemple, dans un appel d'offres où on va venir viser des services professionnels plutôt qu'un produit en particulier. C'est sûr que l'évaluation qualitative de professionnels, bien, ça dépend, là, mais on n'a pas le choix parce qu'ils sont tous des professionnels. Si on regarde les profils des soumissionnaires, bien, on va demander. Donc, il faut bien demander sur quoi on va évaluer pour qu'on soit capable de le faire, le comité de sélection. Donc, les critères vont aller vers des choses comme, bien, c'est quoi l'expérience pertinente par rapport à un tel projet, c'est quoi les autres mandats de ces personnes-là qui ont pu avoir réalisé. Mais en bout de ligne, évaluer des services professionnels, c'est pas toujours facile, simple. Surtout qu'on va demander quand même une qualité minimale à 70. Fait que je ne voudrais pas être en mesure de vous évaluer par rapport à vos collègues ici à la commission. Vous avez mais c'est pas facile, là. Puis, évidemment, c'est évalué en fonction des critères qui sont... qui sont édictés. Évidemment, quand vous avez des solutions ou des produits, des biens, on est capable d'évaluer des features. Ah, lui, il fait telle chose, je vais donner une meilleure qualité.
c'est la Porsche de son domaine. Donc, il va avoir des points sur certaines choses. Si c'est des points que j'ai besoin d'avoir, c'est un autre sujet. Là. Ceci étant, je suis un peu déçu. Je pensais qu'on avait passé beaucoup de temps ensemble en préparation, puis que vous Mais je vous m'auriez... donne un bon pointage, inquiétez-vous pas. Maintenant, on a fait mention lors de la présentation de l'AMP d'un contrat qui avait été publié sur SAAO récemment, là, en 2024, si je ne m'abuse. En fait, je vais vous amener sur les contrats à commande et les contrats à exécution sur demande. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est? Bien, un contrat à commande, c'est un contrat d'acquisition de biens, donc c'est une commande. Un contrat à exécution sur demande, c'est un contrat d'acquisition de services. Donc, c'est juste la différence entre deux, mais c'est la même chose. Un, c'est des biens, l'autre, c'est des services. Puis bon, si on s'attarde un peu plus sur les services. J'y arrivais. Donc, c'est évidemment, normalement, et c'est écrit dans la réglementation, je vais juste vous dire comment on l'écrit. Juste utiliser les bons termes. Un contrat à exécution sur demande avec un ou plusieurs prestataires, parce que vous pouvez le faire avec plus qu'un. On peut le conclure lorsque des besoins sont récurrents et que le nombre de demandes, le rythme ou la fréquence de leur exécution sont incertains. Donc, on n'est pas certain de combien on va avoir besoin de services, mais je sais que j'en ai de façon récurrente, régulièrement. Donc, je vais conclure un contrat pour 3 ans ou pour 2 ans pour vos services juridiques, mais je ne sais pas les mandats que je vais avoir, je ne sais pas combien... Sauf qu'il faut que j'y mette une valeur. Bien, la valeur souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on indique dans les documents... Votre question est juste en dessous, là. Oui. La réponse est juste en dessous. Les documents d'appel d'offres, la valeur monétaire approximative des prestations qu'on entend acquérir. Donc, il faut l'évaluer. Et là, il y a quand même un exercice, encore une fois, de notre réel besoin. Donc, je l'évalue. Si je sais que j'ai toujours besoin de 100 heures par année, bien, je vais évaluer tous mes soumissionnaires en fonction d'un 100 heures. Mais si j'en utilise 90, c'est pas grave, je ne suis pas obligé de... J'en utilise 110. Par contre, il y a de la jurisprudence qui nous est venue de même avant la loi d'introduction sur le contrat des organismes publics, c'est une notion qui existait, on appelait ça le contrat ouvert, où, bien, on peut pas... Si on estime mal notre volume, bien, on peut être fautif vis-à-vis notre prestataire de service. Donc, je ne peux pas avoir un contrat à exécution sur demande pour 20 de la valeur. C'est sûr qu'en service, on a plus de manœuvres. En biens, il y a de la jurisprudence qui nous a indiqué qu'entre 10 et 15 d'augmentation à la hausse ou à la baisse, ça demeure acceptable. Mais si c'est 300 d'augmentation, je défais la règle. Là, je défais la nature du contrat à exécution sur demande. Il est supposé être cadré autour d'un volume... Oui, c'est ça. Pas mal certain, là, même si la fréquence, je ne sais pas quand dans l'année, puis je ne sais pas le rythme, mais j'estime un volume. Est-ce qu'il y a un enjeu, un défi? Est-ce que ça peut créer un problème? Ça, du point de vue de l'organisme public avec un contrat exécution sur demande, là, on a fait mention avec l'AMP d'un contrat de 36 mois et de 75 millions de dollars. Oui. Bien, comme je dis, la nature du contrat à exécution sur demande dans la réglementation depuis le temps qu'on l'a introduit, c'est que on doit connaître notre estimation. Notre volume réel doit être très, très proche de notre estimation lorsqu'on a accordé le contrat. Parce que si là, dans l'exemple que je vous ai donné, dans l'exemple, en tout cas, le cas qui a été soumis par l'AMP, si après 12 mois, on a utilisé le 75 millions de dollars... Il faut que je recommence mon processus. On peut brûler l'enveloppe avant d'arriver à terme, finalement. Oui. Oui, on peut le faire. On pourrait techniquement le faire, mais là, c'est ça.
Après ça, il faut repartir. Il y a un deuxième contrat. Oui, c'est ça. Si on pouvait maintenant aborder rapidement, puis là, je vous dis en résumé, là, parce qu'on pourrait passer une journée là-dessus uniquement, sur les comités de sélection. Je vous demanderais là, dans quel cas on va devoir mettre sur pied un comité de sélection, qu'est-ce que ça implique. Puis j'aimerais qu'on s'attarde peut-être plus particulièrement aux enjeux propres à des contrats de TI de grande envergure, là, comme celui que la Commission va être apportée à étudier. Bien, on doit, dès le moment où on fait une évaluation qualitative, peu importe le règlement, qu'elle soit une qualité minimale ou dialogue compétitif, même s'il n'y a pas de prix, mais on doit faire une évaluation qualitative en première étape ou en un autre type d'attribution en 2 étapes, ou celui qu'on vient de voir, l'évaluation qualitative avec un prix ajusté avec le facteur K, bien, il faut donner des notes, donc il faut pointer, il faut évaluer nos soumissionnaires. Donc, on a besoin, c'est obligatoire, d'un comité de sélection. Le comité de sélection, c'est un comité qui fait que l'évaluation. Ils ne participent pas au processus. Ils ne sont pas impliqués dans le reste de l'attribution du contrat. Dans la préparation des documents d'appel d'offres, par exemple. Ils peuvent, mais ce n'est pas nécessairement souhaitable. C'est pas... Ils peuvent. L'idée, c'est d'avoir des gens qui connaissent bien le marché, puis d'avoir un comité de sélection selon le marché en question qu'on évalue, bien, qui sont complémentaires. Donc, il est indépendant et ils ont quand même... si les critères sont... C'est pas eux qui dictent les critères. Eux, ils les appliquent, ils les interprètent, puis ils donnent des notes. Ils sont combien? Minimum 3. Évidemment, dans un contrat d'envergure, on peut imaginer beaucoup de membres du comité de sélection pour évaluer des choses différentes. Et certains peuvent avoir des expertises pour certains types dans le contrat, certains types de choses à l'intérieur du contrat et d'autres, un autre type d'expertise est dans le même comité de sélection. Donc ça, mais c'est pas un exercice qui est simple et facile pour un grand projet comme celui de CASA, parce que ça demande probablement, puis je dois vu le détail, mais j'imagine des comités de sélection avec pas mal de monde. On a le droit d'avoir des sous-comités aussi qui vont creuser un aspect de la soumission, puis d'autres un autre aspect, puis après ça, on est capable de remplir l'ensemble des critères. Puis comment ça va fonctionner, l'évaluation? Mais d'abord, donc, l'importance du degré de spécialité pour un contrat comme celui-ci, comme celui de CASA. Bien, il y a différents types d'expertise qu'on va chercher. Évidemment, ceux qui connaissent les technologies, de ce qu'on parle, qu'on regarde, les gens qui doivent valider le besoin à l'interne, et les gens d'autres personnes qui pourraient être meilleures en finance, meilleures en aspect contractuel. On peut imaginer un paquet de types d'expertise, mais généralement, on va essayer autant des gens qui connaissent quand même bien l'opération interne, c'est important parce qu'ils savent exactement à quoi ça va servir habituellement. Qu'en est-il du lien entre les membres du comité de sélection, le cas échéant, la hiérarchie entre eux, les liens entre eux? Il y a certaines dispositions, puis certaines lignes, on appelle des lignes internes, là, que les organismes publics doivent adopter. C'est des politiques de gestion contractuelle, on va dire, comme ça, où ces aspects-là peuvent varier d'un endroit à l'autre, mais où on peut exiger, par exemple, l'absence de lien hiérarchique entre 2 membres d'un même comité de sélection, pour pas qu'il y ait une emprise sur un ou l'autre. Ou des liens, évidemment, avec un ancien fournisseur, qui est maintenant soumissionnaire. Donc, il a travaillé pendant 5 ans avec, là, il est soumissionnaire, puis là, on le met sur le comité de sélection. Bon. Alors, il y a aussi la confidentialité est importante dans le cadre de ces comités-là qui peuvent durer plusieurs journées, peut-être semaines. Donc, c'est important de
de s'assurer de cette confidentialité-là, puis des liens qu'il pourrait y avoir avec les intervenants externes qui pourraient être concernés par l'indépendance là, qui est recherchée. Et qui va être responsable là, Il y a un secrétaire qui est obligatoire, qui va s'assurer de colliger tout ça le secrétaire n'a pas de rôle prépondérant, sinon là, il fait partie du comité. OK. Et là, vous dites que minimalement 3 membres dans le comité de sélection. Dans certains contrats, c'est plus important. Vous dites qu'on va aller chercher des spécialités diverses pour avoir des gens qui sont complémentaires. Mais là, on a plusieurs critères, on a plusieurs spécialités. Est-ce que chacun des membres du comité de sélection attribue une note à chacun des... Oui. Bien, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Ce qu'on sait, c'est que ce qu'il faut arriver, c'est avoir une note finale qui va venir de différentes notes sur un ensemble de critères. Et ces grilles-là, idéalement, sont publiées dans la documentation d'appel d'offres. On sait exactement... Pas obligatoire. Là, on va publier dans la documentation d'appel d'offres les grandes lignes, sur quoi ils vont être évalués, sans donner chaque petit critère va vous donner 3 points sur 10, puis l'autre, pas nécessairement. Il y en a qui le font. Mais on va essayer de quand même s'assurer de remplir l'ensemble des critères quand il y a beaucoup d'expertises qui sont exigées. Mais l'objectif est d'arriver quand même à un consensus entre les membres du comité de sélection. Ce n'est pas toujours facile. C'est pratiquement impossible, par ailleurs, que chacun des membres du comité de sélection... Dans un contrat, quand on a 4, 5, 6, 7, 8 membres du comité de sélection, ils évaluent tous les critères, là, sont capables de le faire parce que c'est pas trop complexe, etc. Mais sinon, ils vont forcément se fier à l'expert pour tel critère. Très bien. Forcément. Je reviens, Maître Lépine, sur quelque chose que vous avez mentionné tout à l'heure. En fait, vous aviez un échange avec Monsieur le commissaire sur la possibilité d'obtenir donc une dispense de la part du secrétariat du Conseil du Trésor quant aux règles normatives dont vous avez fait état. D'abord, cette possibilité-là, elle est prévue nommément dans la loi? Oui. À quel endroit? Article 25. Donc, article 25 de la LCOP. Oui. J'arrive. Oui. Le 21, il est long, excusez. C'est bien l'article 25. Alors, je peux vous lire un peu, si vous voulez. Donc, on y prévoit finalement... On prévoit, en fait, ça dit que... il y a 2 choses dans l'article 25. Le premier article, c'est on peut conclure un contrat selon des conditions différentes que celles qui sont applicables. Mais le deuxième alinéa, c'est le Conseil du Trésor peut autoriser un organisme à conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui sont applicables en vertu d'un règlement pris en vertu de la présente loi et fixer, dans tel cas, les conditions applicables à ce contrat. Donc, on peut déroger, par autorisation, de certaines choses qu'on a dans nos contrats, dans nos règlements. Très bien. Et pour faire l'éducation ou autre. Selon votre expérience, puis je ne vous demande pas d'aller dans des cas spécifiques, là, mais de façon générale, quels sont le type de dérogation qu'on va aller chercher de la part des organismes publics auprès du Conseil du Trésor? Est-ce qu'il y a certaines choses qui reviennent plus souvent que d'autres? C'est pas utilisé tant que ça. Il faut juste rassurer les gens que c'est exceptionnel. Et ça va viser des cas particuliers et des contrats d'envergure, tels que le contrat CASA ou le DSN. Ce qu'on va aller chercher, évidemment, on parlait du facteur K tantôt, c'est une des demandes qui va être demandée. Habituellement, on veut obtenir une meilleure qualité pour ce qu'on a de besoin. Donc, le facteur K sert à ça. Puis sinon, s'il y a des
modes d'adjudication qui ne sont pas à notre disposition à l'intérieur de notre coffre à outils de règlement et de loi, bien, on peut, et c'était le cas en 2015, ils ont été dans l'obligation d'aller, pas dans l'obligation, dans la, je dirais, la bonne idée d'aller demander des dispositions, des modalités particulières pour ce contrat-là, de CASA. Nous avons donc obtenu une copie du CT auquel vous faites mention dans le cadre là, de la commission, étant entendu qu'on l'a obtenu dans le cadre d'une demande de communication auprès de la SAAC. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de l'afficher à l'écran. Puis on va également le coter, puisque c'est un document qui est nouveau, là, qui n'a pas encore été déposé. Sous 14 P13. Merci. 14 P13. Le CT. Peut-être juste nous le décrire au long pour qu'on puisse le... Je pense qu'on va faire le titrer tour. la pièce, oui, c'est ça. Là, évidemment, Maître Lépine, c'est pas un document qui émane de vous. Je comprends que vous n'avez pas d'implication dans ce document, mais je vous demanderais peut-être de nous le présenter. Peut-être on va regarder rapidement le bloc par bloc de quoi il s'agit. Donc, peut-être d'abord la date du CT. Puis, en fait, je m'excuse avant de commencer. Je pense que il est mentionné tout au haut, donc CT général. Il en a été question d'un CT général, si je ne m'amuse, Monsieur le Commissaire, lors d'une présentation antérieure. Alors, maintenant, la date. 21 avril 2015. Bien. Et si on regarde l'objet maintenant de la demande. Il porte un numéro aussi, là. Oui, on pourrait le mentionner. 214-920. Parfait. Donc, il concerne la Société de l'assurance automobile du Québec. L'objet de la demande, si vous vouliez nous le... Ah, OK, l'objet, oui. Bon, bien, d'autoriser la société à conclure un contrat selon un processus d'appel d'offres public comportant des modalités particulières permettant d'assurer la qualité des produits et des services professionnels retenus pour la modernisation de ces systèmes, tout en respectant les principes énoncés à l'article 2 de la Loi sur les contrats des organismes publics. Fait qu'on voit que c'est en vertu de l'article 25, c'est ce que je vous mentionnais tantôt. Et pour rappel, donc, les principes énoncés à l'article 2, vous avez commencé votre témoignage comme ça, là, avec les grands principes. Parfait. Maintenant, si on regarde brièvement, donc on a une section qui s'intitule « Synthèse des explications ». Donc, on va le parcourir rapidement. Oui, parce que ça, c'est du contextuel, là. Oui. Ça dit... ça explique un peu l'historique de leur... Parfait. On va le parcourir un peu plus rapidement. On va aller à la section suivante. On reviendra en détail là, sur certaines parties en particulier. Si on continue, donc... Donc, toute cette section-là fait partie de la synthèse des explications. Et là, remontez un petit peu, s'il vous plaît. On a une section maintenant, un peu plus bas, la page suivante. On a une section maintenant qui s'appelle « Sources de financement ». Oui. Et là, on voit les signatures. Est-ce que vous pourriez identifier là, les signatures qui sont... Nathalie Tremblay, sous-ministre ou dirigeant de l'organisme. Je ne peux pas vous dire quelle fonction elle exerçait. Là. Je vous suggère qu'elle était présidente du conseil d'administration de la société. Est-ce que c'est... C'est un dirigeant de l'organisme. Voilà. Et Robert Poitier, qui était le ministre des Transports à l'époque, je pense. Très bien. Et on a vu précédemment donc que la société relevait du ministère des Transports. Oui. Si on regarde maintenant, donc si on continue un peu plus bas, on a la section réservée au Conseil du Trésor où on voit donc la décision qui est à la page suivante. Oui. On a donc la décision du Conseil du Trésor sur laquelle on reviendra. Et le document est également constitué de 2 annexes. On peut peut-être regarder rapidement. Là, on va s'y référer dans quelques instants. Mais, oups. Donc, on a l'annexe 1 des entreprises performantes d'envergure utilisatrices de PGI. Et on a l'annexe 2.
qui est le concept de coût total d'acquisition dont vous nous avez fait mention tout à l'heure. Maintenant, commençons par le commencement. On reprend un peu le processus en accéléré. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller à la première page du document. Et on va regarder ensemble, Maître Lépine, le 5e paragraphe. Je dis qu'on reprend depuis le début parce qu'on retourne ici dans l'estimation des besoins et l'estimation des coûts. Donc, si on regarde au 5e paragraphe, vous en avez également une copie devant les yeux, Maître Lépine? Ben, je l'ai, oui. Donc, si vous aviez la gentillesse de me lire le 5e paragraphe. Ça commence par cette demande, là? Exactement. Cette demande fait suite à une étude rigoureuse et documentée sur le positionnement stratégique de la société à l'égard de la modernisation de ses systèmes d'information. Cette étude conclut que la modernisation des ressources informationnelles de la société doit passer par l'utilisation d'un logiciel de gestion intégré, PGI. Parce qu'il est intégré, l'utilisation d'un PGI est préférable à des développements maison ou l'acquisition de plusieurs logiciels distincts. L'étude dégage principalement 2 avantages que la société pourrait tirer de l'utilisation d'un PCI: diminuer les risques d'affaires technologiques et ceux liés au coût du projet porté par la société, devancer de 3 ans la livraison des bénéfices et donc de rembourser plus rapidement la dette de 218 millions et de percevoir 81 millions de droits additionnels pour le gouvernement. Et si on reste dans les données financières et l'estimation des coûts, on va aller directement donc à la page 4 du document, à la partie 4. Oui. La rubrique qui s'intitule, Contrat et prix payés. Oui. Partie 4, contrat et prix payé, ça dit la société signe. Simplement attendre que, pour mes collègues, là, qu'on l'ait à l'écran. Voilà. C'est bon? Oui. La société signera un seul contrat de 10 ans avec l'Alliance pour la totalité du projet. La valeur de ce contrat est estimée à 125 millions et sera confirmée suite à l'appel d'offres. La valeur totale du projet sur 10 ans, en parenthèse CTA, qui probablement veut dire coût total d'acquisition. Voilà, mais j'allais vous demander. Donc, CTA, coût total d'acquisition, que vous avez expliqué tout à l'heure. La valeur est estimée à 200 millions parce qu'elle comprend le coût du contrat et celui des ressources internes pour cette même période. Sur la notion de CTA, on va aller voir l'annexe 2, s'il vous plaît, qui est la dernière page. Vous avez parlé de ce que ça incluait, le CTA. On va aller confirmer certains éléments. Bon, je vais rectifier quelque chose tout de suite. Là, je vous ai suggéré que Nathalie Etambé, je pense que la langue m'a fourché, présidente du CA, elle était plutôt PDG à l'époque. Ah. Merci pour ça. Je suis désolé de l'erreur. C'est un dirigeant. Bon. Donc, coût total d'acquisition. Qu'en est-il, quand vous regardez l'annexe 2, qu'en est-il d'abord de la durée pour laquelle le coût total d'acquisition est estimé? On parle de la totalité du contrat, donc 10 ans. 10 ans. Oui. Et qu'en est-il maintenant des ressources internes de la société, donc le coût supporté par la société pour ses propres employés dans le cadre du projet? Donc, on demande de les inclure. Donc, on demande, en fait, on demande aux soumissionnaires, par rapport à leur solution d'affaires et leur intégration, parce qu'on a un éditeur et un intégrateur dans une alliance. C'est ça que l'alliance est composée. Une alliance est composée. Donc, on leur demande d'estimer ou de dire, je ne dirais pas estimer, plutôt de mentionner, d'indiquer dans leur soumission quel va être le coût des ressources internes de la société, donc la Société d'assurance automobile du Québec, si on choisit leur solution ou leur soumission.
Donc, selon ce qu'on voit ici, le coût total d'acquisition, c'est sur 10 ans. Oui. Puis ça inclut non seulement le contrat cadre avec l'Alliance, mais également les coûts internes de la société. Oui. Bon. Si on revient maintenant, je m'excuse de vous Qui était faire... estimé, en passant, juste tantôt qu'on a vu, à 200 millions au total, 125 millions du coût fournisseur, 75 millions. On comprend que c'est 75 millions estimés qui était le coût des ressources internes de la société. Au tout départ, c'est ça qu'on avait comme prémisse. Bien là, c'est ça, justement. Là. Je voulais revenir à la page 4, la section 4 de la page 4. On revient donc... Puis pour répondre à l'annexe 2, là, pour vous confirmer ce que je viens de vous mentionner, oui. C'est écrit à la fin de l'annexe 2, là, le CTA de chacune des propositions est inscrit dans l'enveloppe de prix déposée donc, par le soumissionnaire. Donc, et peut-être ajusté. Évidemment, on avait là, on reviendra dans le processus du dialogue compétitif, on pouvait l'ajuster, mais quand même, il est dans l'enveloppe le coût que le soumissionnaire va indiquer pour ce que la société devrait avoir comme coût pendant 10 ans. Et donc, vous êtes revenu vous-même sur les coûts. Puis peut-être qu'on peut l'afficher à l'écran, là, la section 4 de la page 4. On a vu avec la présentation du vérificateur général par intérim et de l'AMP qu'on avait à la base un contrat cadre de 458 millions de dollars. Oui. On a eu par la suite des dépassements de coûts. Mais ce qu'on voit ici, c'est que quelques mois avant de lancer l'appel d'offres, un mois, ce que la PDG de la société et le ministre des Transports représentent au Conseil du Trésor pour obtenir un processus particulier, c'est que le coût total du projet CASA, ça sera de 200 millions. 200 millions. Oui. Et que le contrat cadre qui va être accordé à 458 millions, il était estimé à combien à ce moment-là? 125. 125 millions. Oui. C'est ce Il n'y a pas d'ambiguïté ici, là, que le 200 millions, ça inclut les coûts internes de la société. Là. Non. Et là, justement, pour ce qui est de l'évaluation des coûts internes, j'accroche sur quelque chose que vous avez dit. Vous dites, c'est le soumissionnaire qui doit évaluer les coûts internes de la société pour le mettre dans l'enveloppe. Oui. Puis là, peut-être qu'on pourrait, encore une fois, c'est la dernière fois, je vous promets, on va aller voir le premier paragraphe de la page 2. On diffuse. Bon, parfait. Si vous pouviez lire donc ouais. La dernière phrase du premier Oui, paragraphe. ça explique le concept. Là. D'autre part, des firmes spécialisées dans l'implantation des PCI. PGI. PGI, excusez, parce que là... Hop, ça l'a bougé un petit peu. Ont des approches différentes. Donc, certaines exigent davantage de ressources internes et de profils différents que d'autres. Donc, ça expliquait pourquoi on pouvait demander à chacun des soumissionnaires d'évaluer c'est quoi, pour leur solution à eux, c'est quoi l'ampleur des ressources puis les profils. Ainsi, afin de ne pas favoriser une méthodologie plutôt qu'une autre, la société prendra en compte le coût des ressources internes requises dans l'évaluation du coût des propositions. Ces coûts seront déterminés par ces firmes spécialisées selon des barèmes établis par la société, donc profil des ressources et taux horaires. Donc, la société, dans sa documentation d'appel d'offres, a dû mettre les barèmes sur lesquels les soumissionnaires doivent se baser pour estimer ces coûts-là. Et évidemment, chacun des soumissionnaires était libre de mettre ce que lui il pense qu'il avait besoin pour sa solution. Le nombre d'heures requis finalement en fonction. C'est tout à fait. En fait, oui. Quand on sait, dans le coût total d'acquisition, c'est correct de faire ça, là. Dans le sens où nous, on ne sait pas comment est-ce que le soumissionnaire va avoir besoin de mes ressources, fait que je veux qu'il me l'indique. Évidemment, si je connais très, très bien la solution, puis je connais très, très bien, puis j'ai été accompagné, puis je sais moi-même combien ça coûte, bien, je pourrais dire,
je ne te le demande pas. Moi, j'estime que ça va me coûter 50 millions, que ce soit n'importe qui, mais ce n'est pas l'analyse qu'ils avaient et qu'ils ont fait. C'est correct, je ne sais pas comment ils l'ont obtenu, mais sinon, l'autre mécanisme, c'est ça. Puis dire, bien, si jamais ça m'en coûte 60, c'est moi qui paye, puis ça sera 60, mais je n'ai pas favorisé un soumissionnaire par rapport à l'autre à cause de son estimé. Ce qui est correct s'il y a une conséquence. Parce que si j'ai un soumissionnaire qui m'estime 50 millions, puis l'autre m'estime 75 millions, puis c'est celui à 50 millions qui gagne, et que finalement, ça en prend 100 millions, il a gagné pour rien. Là. Ben, il n'a pas gagné sa bonne base, il a peut-être gagné pour d'autres choses. À moins que c'est prévu au contrat, ben, si tu dépasses 50 millions, c'est toi qui payes. Tu le fais à zéro. Je comprends bien. Donc, ça prend un mécanisme contractuel qui va cadrer ça. Voilà. Parce que l'idée, à la base, pas de problème. C'est dans le fond. Bien, justement, à ce moment-là, on l'a établi précédemment, le règlement sur les TI n'est pas adopté, il n'est pas entré en vigueur. Qu'est-ce qui est prévu dans le règlement sur les TI qui va Bien, entrer actuellement, en vigueur? la règlement sur les TI, c'est ce qu'on a vu tantôt, le coût total d'acquisition. Donc, on peut utiliser la réglementation actuelle pour arriver à peu près au même résultat. Et qui va évaluer? Bien, évidemment, idéalement, c'est l'organisme qui l'évalue. À moins qu'on ait demandé en amont, dans notre analyse, peut-être dans le dialogue compétitif, c'est quoi que ça exige. Ça peut s'obtenir, ça. Peut-être pas en valeur, mais en pourcentage ou je sais pas. Mais quand on regarde l'article 15 du règlement sur les TI, là, je comprends que vous dites qu'il peut y avoir quand même de l'information qui est communiquée par le... Bien, normalement, on peut demander des soumissionnaires de cadrer le coût, de répondre avec des coûts totals qu'eux peuvent. Mais généralement, l'organisme va évaluer ses propres coûts. Puis elle va les ajouter, elle va les indiquer, elle peut les indiquer dans sa documentation d'offre que c'est ça qu'elle va... Par exemple, elle aurait pu mentionner, bien moi, j'estime que je vais avoir des coûts d'acquisition de 50 millions, puis je le mets dans ma documentation d'appel d'offres. Un soumissionnaire pourrait répondre quelque chose de différent. Dire non, tu n'auras pas besoin de 50, c'est juste 25, puis bonifie-moi pour la différence. C'est possible de le faire avec des coûts totaux d'acquisition. Sauf qu'il faut qu'il y ait comment tu l'appliques dans l'exécution du contrat. Après, c'est ça, je vous dis, il faut qu'il y ait un engagement que ça tient. Parce qu'on comprend que là, on évalue des soumissionnaires en fonction des coûts internes de la société qui sont donnés par d'autres. T'sais, la formule n'est pas mauvaise. C'est après ça comment on l'exécute. Et qu'on s'assure qu'un soumissionnaire n'a pas sous-estimé les coûts internes de la SAC, puis finalement, lors de l'exécution du contrat, n'en subira pas de préjudice. Parce que si on a un puis on peut donner des barèmes aux soumissionnaires. Vous pouvez me dire combien je vais avoir besoin de formation à l'intérieur de mon... avec votre solution, combien moi je vais avoir besoin de mettre en formation pour pouvoir la déployer puis l'utiliser. Puis ça peut être différent il y a des technologies beaucoup plus faciles à apprendre et à utiliser. Fait que les autres vont dire, bien, moi, tes gens ont besoin de 5 heures, l'autre va dire, moi, j'ai besoin de 10 heures. Ça peut faire partie du calcul. Mais on peut avoir des balises. Puis ici, on sait, nous, la société, que ça va coûter, comme ils l'ont estimé, minimalement 75 millions. C'est ça qu'ils ont mis. Ils n'ont pas eu de prix encore. Ils savent que ça va représenter beaucoup, beaucoup d'énergie et de ressources. Ils ont déjà une évaluation dans leur tête que c'est 75 millions pour 10 ans. Bien, après ça sort la soumission à 300 millions pour 10 ans. Là, tu as mal évalué, mais si ça sort à 10 millions, tu peux te poser la question, y a-t-il sous-estimé? Là, on a un mécanisme là, de prix anormalement bas là, dans la réglementation, on n'a pas parlé, mais tu pourrais utiliser ce mécanisme-là pour dire, ben là, ça ne marche pas. Là. Donc, c'est pour ça que un soumissionnaire n'a pas nécessairement intérêt à sous-estimer parce qu'il va se faire dire, ça n'a juste pas de bon sens, puis tu ne seras pas conforme, là, parce que pour nous, ça... Selon l'estimé qu'on a, on voit bien que tu veux juste avoir le contrat. Puis surtout que s'il n'y a pas d'encadrement sur qu'est-ce qui arrive si ça m'en prend plus, moi, comme société. Et qu'il n'y a pas de conséquences, donc, pour l'adjudicataire.
Le facteur K, maintenant, on en a je pense, amplement discuté, mais donc, et vous avez vendu la mèche tout à l'heure, là, mais donc, quel est le facteur K qui est retenu dans le 50, CT? 50, 50, 50. Oui, majoré à 50, vous l'avez à la partie 2, dernier paragraphe. Dernière ligne de la page 1. Le facteur K doit être majoré à 50 %. Le facteur K maximal qui avait pu être utilisé à ce moment-là, c'était 30. L'ancien règlement. Dans la réglementation. Oui. Mais si j'ai bien compris votre témoignage tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas anormal dans un contrat, Non. dans un projet de cette envergure, d'avoir un 50 %. Non. Le défi maintenant, c'est d'avoir les bons critères pour bien évaluer la qualité. Tout à fait. Pour ce qui est maintenant du dialogue compétitif, parce qu'encore une fois, si je vous ai bien suivi, le dialogue compétitif n'existe pas encore à ce moment, exact. Mais on vient ici le prévoir. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a des différences importantes entre le dialogue compétitif prévu dans le CT et celui qui va être inséré dans la réglementation en 2016? Bien, il n'est pas tout à fait pareil. Différence importante, je ne dirais pas. La première chose, c'est qu'il est par étapes, donc ça, c'est la même chose qu'on a aujourd'hui. Je l'ai mentionné, je vous l'ai expliqué tantôt. La première étape, c'est qu'on qualifie un certain nombre de fournisseurs et on discute après avec eux. Il n'y a pas de prix avant la dernière étape. Dans notre cas, on a qualifié au début et après ça, on a permis de faire des alliances, ce qui est correct, c'est une particularité. Et après ça, bien, on a demandé des enveloppes de prix. On a eu un dialogue avec un vérificateur indépendant comme c'est aujourd'hui exigé et qui est la bonne pratique. Puis après ça, on a permis d'ajuster les prix qui ont déjà été donnés, mais toujours sans les avoir ouverts. Ça nous a servi à quoi d'en demander un avant, je ne sais pas, mais bon. Il est quand même là, puis il aurait pu demeurer. Donc, il est un peu similaire, mais il n'est pas parfait. Juste pour qu'on se comprenne bien. Ce qui est prévu ici, c'est que donc les alliances puissent déposer une enveloppe de prix, ensuite participer au dialogue compétitif. L'enveloppe de prix n'est pas ouverte. Jamais, non. Ils ont la possibilité de déposer une deuxième enveloppe de prix. Oui, qui modifie la première. Puis la première, à ce moment-là, elle est écartée, elle sera jamais ouverte. Oui. Très bien. Après le dialogue, parce que c'est fait pour ça, un dialogue. À un moment donné, c'est pour s'ajuster de façon importante. Et d'ailleurs, on mentionne... D'ailleurs, si vous voulez avoir les différences, à la partie 6, ils ont fait un tableau qui explique les différences entre les deux. On va remettre le CT à l'écran. Mais ça ne parle pas tant de l'enveloppe de prix là, par rapport à notre... parce que ça dit dialogue compétitif en présence d'un vérificateur, pas prévu, pas prévu. Fait que là, moi, je sais maintenant ce qui est prévu. Bien, c'est l'enveloppe de prix n'est pas exigée dans un dialogue compétitif à la première étape. Et ça n'a pas une grande conséquence. Je veux dire, ils ont pris, selon moi, là, pour avoir pris un processus comme celui-là, c'était c'était une bonne idée, là, faire par étapes, qualification, après ça, permettre les alliances, puis après ça, faire un dialogue compétitif. On ne pouvait pas leur imposer le dialogue compétitif qui n'était pas publié, là, t'sais. Mais c'est des méthodes qui existent ailleurs, là. Ils n'ont pas inventé ça, là. C'est quand même dans les différentes juridictions à travers l'Amérique et même l'Europe, on va avoir des processus similaires où on va dialoguer avec des soumissionnaires, on va assister à des démos, et après ça, on va leur demander ce qu'on appelle une best and final offer. Ça, c'est un principe qui existe là, dans le monde. Sur cet élément-là, à la page 3, à la toute fin de la page 3, on parle justement là, d'un ajustement aux enveloppes de prix qui peut être apporté. Et on termine, et là, c'est toujours là, dans la section rédigée par Mme Tremblay et M. Poetti, ou en tout cas signée par Mme Tremblay et M. Poetti, on termine en disant « Une réduction des incertitudes
qui découlerait du dialogue compétitif, devrait être favorable à la société. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Bien, en fait, ça voulait leur permettre de mieux comprendre de quelle façon les solutions d'affaires vont être intégrées et déployées. Pas combien ils vont coûter parce qu'ils n'ont pas de prix. Ils ne savent pas. Et probablement pour essayer de diminuer le risque, là, donc c'est bénéfique d'essayer de diminuer le risque sur un appel d'offres qui s'en vient. Moins de risque, moins d'incertitude, on peut enlever certaines contingences dans notre prix, si on veut. Peut-être, là. Ou faire une meilleure évaluation qualitative. Dans le fond, c'est à ça que ça sert aussi, là, c'est vraiment s'assurer qu'on n'a pas fait une évaluation qualitative non complète. Là, vous avez vu là, dans les différentes étapes, là, initialement, conformité technologique, robustesse, performance, conformité des services offerts, conformité des scénarios d'affaires établis, des démos. Il y a quand même ce processus-là. Après ça, quand on a assisté à ça, on fait un dialogue compétitif, on peut leur poser des questions. Puis, donc, c'est un processus pas mal complet d'évaluation qualitative. Je vous amène une dernière section également que j'aimerais regarder avec vous dans le CT, Maître Lépine. Vous nous avez fait part avant la pause qu'il y avait essentiellement deux formes de rémunération, les taux unitaires en matière de contrat TI, là, les taux unitaires, forfaitaires, et les taux journaliers qui réfèrent là, à temps immatériel. Vous avez fait le parallèle avec la construction. Mais là, maintenant, dans le CT ici, à la partie 5, donc je suis à la page 4, dans la partie 5, on a une section qui s'intitule « Partage de risques ». Je ne sais pas si on pouvait l'afficher à l'écran. Oui, là. Parfait. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant de cette façon différente, donc, de rémunérer? Puis, si elle est différente, qu'est-ce que vous comprenez de cette description qui est faite de la clause? Quand on regarde ça, tout ce qu'on peut comprendre, parce que ça parle de partage de risque, mais on dit les grandes lignes. Là. On ne dit pas sur comment ça va fonctionner vraiment le partage de risque, là, mais on dit sera divisé en forfaits. Donc, on fait référence à la notion de forfait qui correspond à des livrables précis. Donc, est-ce que ça veut dire quand je vais décortiquer mon exécution de contrat, mes livrables, mes différents livrables, je vais avoir des forfaits pour chacun des livrables. Donc, ça veut dire qu'un forfait implique que j'ai un prix maximal que je vais payer pour ce livrable-là. C'est peut-être ça que ça voudrait dire, je ne sais pas. Mais à l'œil, ça peut pas. C'est ça que ça veut dire. La société paiera l'alliance à la livraison de chacun des livrables. Le prix convenu si les critères de performance sont atteints. Donc, je vous parlais d'acceptation tantôt. Bien, c'est comme on va payer seulement si ça marche. Là. Donc, la rencontre des critères de performance. Les critères ne sont pas atteints. L'alliance doit corriger la situation à la satisfaction de la société et des pénalités seront retenues sur le montant versé. Ce que je vous parlais tantôt, ce serait des clauses un peu de retenue suite à une acceptation qui n'est pas complète. Mais c'est ça que j'allais... Est-ce qu'on n'a pas la définition d'une clause type de forfait, je veux dire? C'est pas ça la définition d'un contrat forfaitaire? On a pas mal, oui. Ici. oui, parce qu'on dit si on ne les rencontre pas, puis si vous avez un livrable, on dit vous avez des livrables, on va vous payer à la livraison. En haut, on dit c'est des livrables en forfait. Donc, on rentre dans un contrat forfaitaire quand on regarde juste ça. Là. Puis après ça, bien, on dit si vous n'avez pas rencontré, bien, on ne vous payera pas la totalité parce que vous n'avez pas encore complètement accompli. Puis il va y avoir des pénalités en attendant. La pénalité, c'est on va retenir. Donc, on va vous payer seulement si c'est complet. C'est la notion de forfait pas mal. Là. Bien. Et on ne regardera pas dans le détail au risque. Et vous avez assisté à la présentation de l'AMP, Maître Lépine? En partie. En partie. Vous avez, là, finalement, dans ce qui est du processus, on a parlé d'un processus en 3 étapes. Donc, c'est essentiellement le processus qu'on retrouve dans le CT. C'est essentiellement le processus qu'on s'est fait expliquer par la représentante de l'AMP. Oui. Très bien.
Monsieur le commissaire, est-ce que vous aviez d'autres questions quant Non, au j'ai pas CT? d'autres Ça va. Je vais terminer avec quelques questions pour laisser la chance à mon confrère de poser également certaines questions. Donc, on vient de discuter là, de la clause de partage de risque, Maître Lépine. De façon générale, là, comment, dans le cadre de l'exécution d'un contrat, on va faire les paiements à l'adjudicataire, s'assurer qu'on paye le juste prix, la juste valeur en fonction. Comment est-ce qu'on va suivre l'évolution des travaux et qu'on va payer en conséquence? Bien, c'est par livrable ou par jalon, parfois, qui est indiqué. Puis on va d'avance dicter, puis c'est pas toujours évident de le faire en début de lancer l'appel d'offres, parce qu'on va juste mettre des échéanciers, mais ces livrables-là ou ces jalons-là peuvent être précisés en cours d'exécution du contrat, au début du contrat, puis on va dire, bon, ben la phase 1, vous avez tant de temps pour la faire, puis ça va coûter tant, puis on va la payer soit graduellement, en fonction de l'évolution des travaux. On va avoir des rapports, vous êtes rendu à tant de pourcentage d'évolution, on va verser des pourcentages par rapport à l'évolution prévue, puis on va évidemment s'assurer d'avoir initialement une acceptation provisoire, puis après ça, une acceptation finale, comme il est écrit dans le CT, là, avec une retenue qui permet de s'assurer que les correctifs soient apportés. Parfait. Maintenant, je reviens, on va boucler la boucle avec l'article 17 sur les modifications contractuelles. Vous avez introduit la notion d'accessoire tout à l'heure. Oui. Donc, simplement nous rappeler, là, vous nous avez dit on peut modifier le contrat, mais uniquement si ça constitue un accessoire du contrat principal. C'est un accessoire et ça ne doit pas changer la nature du contrat. D'accord. Et là, comment est-ce qu'on vient définir la notion d'accessoire, là, sur quel... C'est quelque chose qui est pas toujours... Des fois, c'est facile à établir. Des fois, c'est difficile parce que c'est... Mais exemple, dans un contrat de technologie d'information, si en cours de contrat, vous êtes en train d'exécuter et il y a une nouvelle disposition législative, exemple par rapport à la protection des renseignements personnels, qui pourrait très bien arriver dans le cas de protection des renseignements personnels, et que ça exige une modification qui était imprévisible, donc on n'a pas le choix de la faire. Je considère que ça ne change pas notre nature, c'est vraiment nécessaire à l'exécution de notre contrat. On fait une modification, on fait ce qu'il faut pour le rendre conforme à la législation. Ça va être la même chose si vous arrivez dans le tunnel du REM, puis vous trouvez des explosifs des années 20, vous ne saviez pas qu'ils étaient là. Personne ne savait, c'était pas possible. Que le travail qui doit être fait pour régler ça, peut-être que c'est une modification de contrat. Et ce n'est pas nécessairement une notion de valeur. La valeur est un indice. Évidemment, si c'est 1 de valeur, fort probablement que c'est accessoire, mais ce n'est pas la valeur qui est le critère principal. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de pourcentage intégré dans la réglementation. Non. Mais par ailleurs, est-ce que les tribunaux ont développé une... Je comprends, vous me dites, ce n'est pas un absolu, la valeur. C'est un indice. Mais est-ce que cet indice-là, est-ce qu'on a une règle du pouce? Est-ce qu'on a un montant à partir duquel les tribunaux... C'est sûr qu'à partir de 10 souvent, on peut se questionner sur ce qui est parfois... ce qui est parfois la réalité. Là. Bon, on dépasse de 10 mais ça pourrait ne pas avoir de rapport. Là, je comprends. Mais au-delà de 10 ça soulève des questions à savoir est-ce que c'est vraiment une modification ou c'est plutôt un... Encore plus. Parfait. Quel est... Vous nous avez parlé un peu là, du lien entre l'estimation des besoins et la modification contractuelle. Qu'en est-il maintenant de... Parce qu'on a fait la distinction tantôt entre un addenda et une modification. Oui. Puis vous nous avez bien expliqué que l'addenda, il fallait que ça soit publié au SEAO et que tous les soumissionnaires puissent
y avoir accès, avoir l'information en temps utile. Le commissaire a ajouté, il faut quand même un délai aussi pour leur laisser le temps de s'ajuster. Oui. La modification, maintenant, une fois que le contrat est octroyé, qu'est-ce qu'il en est relativement au principe d'égalité entre les soumissionnaires? Bien, la seule obligation, c'est de rendre public nos modifications. Bon, ça a déjà été parlé ici à la Commission, à partir du moment où on atteint la valeur de 10 et par la suite pour chaque modification. Mais sinon, il n'y a pas d'autre... c'est une forme de réduction de compte, là, de modification de contrat qui se fait publiquement. Mais sinon, les autres soumissionnaires ne peuvent pas le savoir. Là, Et là, je me mets dans les souliers d'un soumissionnaire. Ça, il est arrivé deuxième. Ouais. Et là, il va sur SAO, puis il voit qu'on a publié une modification contractuelle de 100 du montant du contrat. Puis lui, il a perdu par, je ne sais pas, moi, il était 2 3 en bas. Évidemment, lui n'a pas de recours sur le contrat qui a été attribué parce qu'on est passé de... Le contrat est adjugé, ce qu'on appelle le contrat A. Là, on est dans le contrat exécuté. Par contre, s'il considère que la modification n'est pas juridiquement légale, bien, il peut avoir un recours en nullité comme n'importe quelle autre personne intéressée. Mais pour les personnes qui écoutent, là, ce qui est publié au SAO, est-ce qu'il y a un justificatif qui doit être là? Non, juste la valeur. C'est ça, juste la valeur. À l'interne, ils ont des justificatifs, là, ça c'est sûr. Tout à fait, mais Non. La publicité, c'est juste au niveau de la valeur. Oui. Puis sur le 10 la publication sur SAO de 10 est-ce que je comprends bien, c'est du mur à mur. Ça, peu importe que ce soit un contrat de 125 000 ou que ce soit un contrat de 500 millions de dollars, la règle du 10 c'est mur à mur. Oui. Donc, dans un cas, ça va représenter, ça peut représenter des dizaines, des centaines de millions de dollars, mais ça ne sera pas publié parce qu'on est en bas de 10 pareil. Exact. À la fin, là, vous avez dit, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait la distinction entre la conclusion d'un contrat, qui est lorsqu'on va adjuger le contrat, versus la fin, ou lorsque les travaux sont terminés. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce qui advient de la reddition de compte du contrat? On doit à la fin, puis vous l'avez dans le règlement sur les technologies de l'information, là, dans les 90 jours de la fin du contrat, on doit publier la description finale du contrat, puis elle doit contenir au moins les renseignements suivants. Donc, le nom du fournisseur ou du prestataire de service, la date de la fin de son contrat et le montant total payé. S'il s'agit de contrat à commande, leur nom respectif. S'il s'agit d'un contrat comprenant des options, le type. Et là, je vais sortir la version. C'est l'article 70. Donc, si vous aviez l'obligation de publier chaque dépense supplémentaire, donc, vous aviez déjà l'obligation de les avoir publiés. Donc, ils sont déjà publiés là, habituellement. Là. Puis si vous en avez des additionnels, bien, vous pouvez ils vont être dans le montant total de votre contrat. Parce que le montant total, ça inclut toutes les modifications. Là. Peu importe si c'est moins de 10 là. Le montant total, à la fin, il est publié. Ça inclut toutes les modifications. Même si vous n'avez jamais rien publié avant parce que vous n'avez jamais atteint votre 10 exemple, c'est 8 bien, ça va faire partie de votre montant total dans la publication finale. Très bien. J'ai oublié un élément dans le CT, si vous permettez, M. le commissaire. On va y retourner rapidement. J'ai oublié de faire état de la décision du Conseil du Trésor. Donc, on est à la page 6. Donc, de façon résumée, est-ce que vous l'avez fraîchement en mémoire, la décision du Conseil du Trésor? Là, quelle est-elle, Maître Lépine? Le Conseil du Trésor décide, il approuve la demande
qu'une troisième alliance présentant une firme de services professionnels différente devrait être ajoutée aux finalistes si les 2 premières finalistes retenues proposent la même firme de services professionnels, que le facteur K utilisé pour la pondération du coût total d'acquisition en fonction de sa qualité sera appliqué selon des modalités similaires à celles qui seront utilisées pour la détermination du prix ajusté le plus bas en vertu de la réglementation applicable aux contrats de services et ceux d'approvisionnement. Donc, le point 1, d'abord, donc on approuve la demande qui nous est formulée, mais on met 2 conditions, finalement. Oui, c'est ça. Parfait. Et ensuite? D'indiquer à la Société de l'assurance automobile du Québec qu'elle devra, dans un délai maximum de 30 jours suivant la réalisation des étapes ci-bas, transmettre à son secrétariat, sous-secrétariat au marché public, une réédition présentant toutes les informations pertinentes quant aux résultats obtenus pour chacune de ces étapes dans le cadre du processus d'adjudication, soit pour les étapes C, appel d'offres, combiné, étape F, dialogue, puis étape H, adjudication. Donc, j'en comprends que ce n'est pas une réduction de compte normale, c'est de rendre compte du résultat du processus de ces étapes-là. C'est ce que j'en comprends. Très bien. Merci. Est-ce que, et de façon générale, cette reddition de compte, là, que ce soit sur SEAO, que ce soit ici au secrétariat ou sous-secrétariat au marché public, à quoi elle sert, cette reddition? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, on fait ça pour la transparence auprès du public, auprès des autres fournisseurs. C'est ça que ça sert, là. On revient à nos sacro-saints principes de l'article 2 de l'ALCOP. C'est en lien avec l'article 2, la transparence dans les marchés publics. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, Maître Lépine, que vous voudriez? Quant à la bonne administration des fonds publics. Non, ça va. Pas d'autres éléments à soumettre à la commission? Monsieur le commissaire? Pas moi. Moi, c'est très clair. Merci. Question d'intendance. Il va y avoir combien de temps à peu près? Je décréterais peut-être une petite pause quinzaine santé, de minutes maximum. Pause santé de 5 minutes. Là. Pas de problème. Moi, j'en ai besoin. Je vais la décréter. Alors, à 5 minutes à peu près.